Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et si ce soir, on parlait de sexualité sans complexe et sans tabou, mais de sexualité au sens large, car on l'oublie parfois, mais parler de la sexualité, ce n'est pas seulement parler de pratiques sexuelles, de position ou encore de contraception, mais c'est aussi aborder la question des stéréotypes, du sexisme, des identités de genre, des sentiments, du plaisir, du consentement. Autant de thématiques développées au sein des animations Evras, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, des animations censées être obligatoires dans les écoles, mais encore trop peu répandues. Et on va en discuter ce soir, des animations qui prennent encore trop souvent la forme d'un one-shot, une animation de 2 heures dans une école sans préparation au préalable avec la classe et l'enseignant. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Comment sensibiliser les jeunes pour qu'ils deviennent des cracks, des citoyens et citoyennes responsables, actifs et actives, critiques et solidaires. On en discute ce soir avec nos 3 invités. Alors déjà, bonsoir à toutes les 3. Bonsoir. Alors tout d'abord, donc Julie Henriet, vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez travaillé une 15aine d'années comme animatrice Evras avec des enfants, de la maternelle au secondaire. Et vous venez de publier un ouvrage intitulé Sexualité, sentiments et stéréotypes, oser en parler, aux éditions Espace de Liberté. Et alors à vos côtés, Sophie Peloux et Lola Dubranfo, vous travaillez toutes les deux pour la SBL OIS, une association qui a été créée en 2009 par et pour les jeunes, une association qui est active dans l'éducation et la promotion de la santé sexuelle auprès d'un public de 15-30 ans, je pense, hein, c'est ça votre cible. Oui, tout à fait. Et alors donc Sophie Peloux, vous êtes coordinatrice du pôle pédagogique, Lola Dubranfo, vous êtes chargée de communication, et vous allez nous parler de Moule Frites, la première chaîne belge en santé sexuelle, et Moule Frites, c'est ça. Coucou, toi. T'aimes ça, moule frites? Oh ouais, j'adore. Moi, tout ce qui se mange. Je parle pas de cuisine, là, mais plutôt de chambre à coucher. Précise? Moule frites, c'est la première chaîne belge de santé sexuelle. Ok, les moules, les frites avec les moules. Ou les frites avec les frites, bref. C'est une chaîne de vidéos et podcasts qui parle de plaisir, de consentement, de dépistage, enfin, de sexualité, quoi. Et c'est sur le web? Oh yes! Moule frites, c'est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi sur les plateformes de podcasts. T'as le choix? Moule frites! Abonne-toi! Avec le soutien de la Loterie Nationale et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon alors dites-nous Lola Dubranfo, parce que là on a envie d'en savoir un peu plus évidemment. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette chaîne qui se lance demain, donc le dimanche 14 février? Alors, Moule Frites, du coup, c'est une chaîne digitale, donc sur les réseaux sociaux, avec des vidéos et des podcasts qui vont aborder toutes les thématiques de la santé sexuelle. Donc, vous en avez cité quelques-unes au début, là, il y aura le plaisir, le dépistage, la contraception, il y aura aussi tout ce qui est identité de genre, il y aura les orientations sexuelles, l'amour, les relations, voilà, il y aura plein de thématiques différentes qui seront abordées par les jeunes, pour les jeunes. Oui, alors on voit, il y aura différents types de formats, vous nous l'expliquerez un peu tout à l'heure, mais l'objectif c'était vraiment de donner la parole aux jeunes et que ce soit vraiment les jeunes qui soient à la manœuvre eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc en fait, à OIS, on est une organisation de jeunesse. Donc chaque projet qui se lance vient d'une demande des jeunes à la base. Et là, il y a 2 ans, on avait lancé un format de capsule vidéo, mais qui devait être juste quelques petites vidéos qu'on allait lancer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande des jeunes pour faire un projet beaucoup plus vaste, pour pouvoir aborder ces thématiques. Et en fait, ils avaient envie, les jeunes qu'on a au sein d'OIS, nos volontaires, avaient envie d'avoir un espace de parole pour pouvoir communiquer justement sur toutes ces thématiques. Et donc c'est eux qui sont moteurs des sujets, c'est eux qui proposent des idées, qui disent moi j'ai envie de parler de plaisir, j'ai envie de parler de consentement, et puis après on creuse évidemment, mais c'est vraiment eux qui définissent les sujets. Tout à fait. Et au-delà de définir les sujets, c'est eux qui ont créé la chaîne dans sa globalité, donc qui ont réfléchi aux différents formats, aux personnes qui allaient prendre la parole, les experts et les expertes qu'ils allaient rencontrer, la manière de poser les questions, le contenu qu'ils voulaient voir dessus, et puis les sujets quand c'est eux-mêmes et elles-mêmes qui prennent la parole. Tout vient de leur initiative. Alors, Julie Henriet, vous qui avez travaillé pendant 15 ans comme animatrice Evras, alors déjà, quel regard vous portez sur ce genre d'initiative? Parce que vous avez rencontré, plusieurs dizaines de jeunes pendant votre parcours. Quel regard vous portez sur ce genre de projet? Je pense que ce genre de projet est très intéressant. Il apporte effectivement une facilité d'information, une accessibilité par rapport à l'information. Je pense qu'il est complémentaire, évidemment, d'une Evras plus structurelle, on y reviendra. C'est important pour moi d'insister sur le fait que l'Evras, ce n'est pas que, effectivement, comme vous l'avez dit, au moment où on entre dans une sexualité active, mais depuis, effectivement, le plus jeune âge, de pouvoir développer chez l'enfant plein de capacités à pouvoir être bien et dans son corps et dans sa tête et dans son rapport aux autres.
Mais oui, c'est vrai que c'est un des points communs, je pense, qu'on peut retrouver aussi bien dans votre projet Moules frites que dans votre livre Julie Henriet. C'est le fait que parler de sexualité ou de santé sexuelle, c'est aussi parler donc de sentiments, de consentement, de plaisir, de lien à l'autre. Et est-ce que dans l'Evras, finalement, on a tendance un peu à occulter la partie relationnelle et affective pour ne garder en tête que le S de sexuel ? Je pense que ça dépend de qui on parle. Je pense que les animateurs sont quand même sensibilisés à cette question d'une globalité autour de la sexualité. Je pense malheureusement qu'on peut y retenir le S assez rapidement, puisque malheureusement, il y a encore, par rapport à un Evras primaire ou maternel, des réticences justement à pouvoir également aborder la sexualité des enfants. Mais oui, c'est vrai que plusieurs associations disent qu'il faut effectivement généraliser l'Evras dès la maternelle. Et je pense que ça fait peur souvent aux parents, en tout cas à certains parents peut-être qui n'ont pas été informés, notamment par l'école, en quoi ça consiste. Mais justement, en quoi ça consiste une animation, par exemple, en maternelle, une animation Evras avec des enfants de 5 ans ? Ça n'a rien à voir avec une animation qu'on peut faire avec des jeunes de 15 ans, par exemple. Mais en quoi ça consiste concrètement ? Alors, ça peut consister en plein de choses et j'insisterai que ça va surtout consister également en fonction des besoins récoltés. C'est important avant toute animation de partir, et j'insiste beaucoup là-dessus dans le livre, à la fois une récolte des besoins, non seulement de l'école, mais également des parents, des enfants, et de pouvoir construire l'animation en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Au-delà de ça, il est quand même fréquent en maternelle qu'on parle beaucoup de la sensorialité, les 5 sens. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous d'être touchés, de voir des couleurs spécifiques ou d'entendre des sons ? Qu'est-ce que ça fait dans notre corps ? Est-ce que c'est agréable, désagréable ? Est-ce que je suis OK ou pas OK ? C'est aussi amener l'enfant à pouvoir identifier les sensations désagréables et de pouvoir renforcer sa capacité à dire non si c'est désagréable. On peut parler de la bulle intime, justement dans ce sens-là. Quand est-ce que je suis trop proche d'un autre ? Qu'est-ce que ça induit en moi de signaux d'alarme éventuels ? On peut parler des émotions de base, on peut parler des stéréotypes filles-garçons. Alors on va l'aborder autour des jouets, par exemple. Voilà, on est à la fois dans une dimension sexuelle parce qu'on parle également des parties du corps. On essaye de pouvoir intégrer la vulve et le pénis comme des parties du corps particulières mais intégrées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre à les nommer, à pouvoir en faire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu des thèmes qu'on peut aborder et qui interagissent effectivement pour pouvoir permettre à l'enfant de percevoir les bases d'un consentement, d'une confiance en lui pour pouvoir dire non, et aussi lui faire réfléchir à la parole de l'adulte. Beaucoup d'enfants estiment que l'adulte a un statut d'autorité, mais quand c'est pas OK par rapport à des sensations, on l'amène quand même à pouvoir s'autoriser à dire non. Sophie Peloux, je le disais en introduction, à OIS, vous travaillez plutôt avec un public de 15-30 ans. Mais est-ce que ça vous semble essentiel que ce public ait déjà reçu une certaine forme d'information est-ce que vous remarquez, par exemple, les jeunes qui ont déjà eu des formations de l'Evras plus jeunes ? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont plus sensibles chez eux ? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux parce qu'ils ont déjà eu de l'Evras plus tôt ? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire dans le sens où les jeunes qu'on peut interroger à OIS ou via d'autres dispositifs n'ont pas eu énormément de séances Evras en gros dans leur scolarité, donc on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas en Belgique, définir, il y a eu un parcours super où on a eu des temps définis et consacrés à l'Evras chaque année, que ce soit dans le cadre scolaire ou hors scolaire, parce que l'Evras, c'est un processus qui est tout au long de la vie et qui ne se fait pas qu'à l'école. Et il n'y a pas que des professionnels de centre de planning, PSE, PMS qui interviennent. Les parents, tu l'as dit Julie, c'est hyper important. Tout adulte qui est autour des jeunes est quelqu'un qui peut faire de l'Evras et qui fait de l'Evras à un moment donné sans forcément en avoir conscience. La société, les médias, la culture, tout autour de nous nous accompagne dans ce processus. Donc les jeunes aujourd'hui qu'on peut avoir, en tout cas qu'on a interrogé à OIS ou via les stratégies concertées Evras, donc c'est un rassemblement de professionnels qui travaillent aujourd'hui à la généralisation de l'Evras. On interroge les jeunes sur leurs besoins par rapport à ça. Et ce qui est identifié, c'est qu'il manque des temps pour les jeunes
dans la scolarité qui soit vraiment consacré à des temps d'échange plus qu'à de l'information descendante. Donc il est nécessaire d'avoir des temps d'échange et consacrés à ça. Dans la scolarité, c'est intéressant et important, et pourquoi pas ailleurs, ces temps qui soient identifiés pour pouvoir vivre une vie épanouie dans le bien-être et le respect entre tous et toutes. Mais oui, et alors je voudrais reprendre une phrase qui est citée dans le livre de Julie Henriet, mais vous dites, Julie, les animateurs et animatrices ne devraient pas se considérer comme des professeurs ou des dispensateurs de savoir. En Evras, on ne sait pas, c'est eux qui savent. Donc c'est vraiment une posture à avoir en tant qu'animateur Evras, c'est de se dire c'est le jeune, c'est l'enfant, selon le public, c'est lui qui sait, c'est à partir de ses demandes qu'on doit travailler ou échanger. Moi, je pense qu'il y a deux aspects. Tu me complètes, Julie, sans aucun problème. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le fait de partir des besoins des jeunes. Alors moi, je vais dire les jeunes et pas le jeune, parce que le ou la jeune, tous les jeunes sont différents et à des moments peut-être de leur développement qui n'est pas le même, avec des intérêts qui sont différents. Et en plus, là, on intervient dans le cadre du collectif quand on est en Evras. Donc c'est quelque chose qui est particulier. On est vraiment dans le collectif, on n'a pas forcément envie de toujours tout partager. Mais par contre, on a à construire ensemble le respect des différences et des individualités aussi dans ce cadre-là. Donc ça, moi, je trouve que c'est une partie importante. Mais il est nécessaire que les personnes qui animent ces temps consacrés à l'Evras soient quand même formées et informés avec des informations qui soient à jour, fiables et vérifiables. Et aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. On peut avoir des professionnels qui ne maîtrisent pas certains sujets et qui, du coup, vont soit en mettre un tabou dessus, soit continuer à véhiculer des stéréotypes. Par exemple, si on est sur tout ce qui va être consacré aux identités de genre ou les choses comme ça, il y a parfois des sujets qui sont pas du tout maîtrisés par les professionnels. Et donc là, on va pas pouvoir apporter des éléments intéressants pour la réflexion des jeunes. Donc voilà, je pense que les deux aspects sont vraiment importants à prendre en compte. Oui, Julie Henriet. Ça revient à la question essentielle de la posture de l'animateur ou de l'animatrice. Sophie parle de formation, elle est essentielle et elle est manquante, je trouve, à l'heure actuelle. Elle est trop floue. Alors sans vouloir entrer dans des cadres rigides, je pense qu'il est essentiel que les animateurs soient formés au niveau de l'information, au niveau de pouvoir avoir des temps de retour sur sa pratique, de supervision, parce que être en contact avec des jeunes qui peuvent déposer des choses, ça renvoie à ce qu'on est soi-même, ça renvoie à notre propre adolescence, et ça peut créer des résonances dont on peut s'emparer pour travailler, mais il faut pouvoir être au clair avec ces représentations. On a malheureusement parfois... Être conscient de ses propres valeurs. Exactement. Pouvoir avoir fait un travail de retour à soi pour aller être connecté aux parties qui peuvent résonner. Et ça manque. Alors ça manque, les temps d'Evras manquent pour les élèves, les temps de retour sur la pratique des animateurs manquent et des animatrices manquent également. La question de la posture, c'est quand même essentiel aussi dans le sens où nous ne détenons pas la morale, la façon d'être en sexualité ou en relation. Il y a quand même l'idée d'une liberté individuelle et un des écueils pourrait être qu'on se positionne en tant qu'animateur avec il faut avoir des jugements sur les pratiques, pouvoir, malgré soi parfois, avoir un discours stéréotypé également sur les postures des hommes et des femmes, sur la sexualité, femmes pénétrées, hommes pénétrants, c'est des choses qui reviennent et sur lesquelles parfois on passe un peu trop vite. Je pense que la formation est essentielle et c'est une vraie question. La formation, l'échange aussi entre les animateurs eux-mêmes, les supervisions, les intervisions, comme on dit aujourd'hui. Alors, je propose qu'on écoute un petit extrait de ce qu'on pourra retrouver sur la chaîne Moules Frites. Alors, c'est ce que vous avez, c'est un extrait d'une capsule que vous appelez Open Mic et qui va nous permettre de voir que, justement, on ne parle pas que de sexualité au sens très strict du terme. On va écouter Alicia. J'ai été au salon des métiers, j'ai été au stand de l'armée et quand j'ai dit au soldat que c'était mon rêve, il m'a méprisé, il m'a dit « Oh, ça tombe bien, on a de la place en cuisine ». Depuis que j'ai 10 ans, je rêve d'être soldat. J'ai besoin d'être sur le terrain, j'ai besoin de discipline. Et quand je vois mon arrière-grand-père parler de son métier, je voudrais en parler avec la même fierté.
Mais quand tu tombes sur un soldat qui te rit au nez et qui t'accorde aucune crédibilité juste parce que t'es une fille, tu doutes. Par contre, je me demande comment je vais faire pour vivre dans ce monde de macho. Est-ce que je vais accepter les blagues, les critiques? Je me demande comment c'est le quotidien dans un secteur où il n'y a que 7,64% de femmes. En tout cas, comptez sur moi pour me retrouver dans quelques années au Salon des métiers et inspirer plein de jeunes filles qui veulent rentrer à l'armée. Moule frites. Abonne-toi! Voilà, donc là c'est un exemple, un extrait de capsule, et donc ça c'est Open Mic. Donc là c'est vraiment les jeunes qui ont la parole, qui abordent une thématique qui les interpelle. Oui, tout à fait. Donc en fait, cette capsule qu'on appelle l'open mic est en fait une forme de coup de gueule ou de coup de cœur que les jeunes ont envie d'exprimer. Donc à chaque fois qu'on est en contact avec les jeunes au sein d'OIS, que ce soit des stagiaires, des volontaires ou pour d'autres projets, lors d'animation ou autres, on leur demande, tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire un open mic, de pouvoir prendre la parole sur un sujet qui te parle? Et en fait, ça arrive très vite. C'est oui. Et en fait, j'ai envie de parler de ça. Il y a ça qui m'a dérangé ou il y a ça qui m'éclate et que je trouve que c'est important de mettre en avant. Et du coup, on a la chance d'avoir énormément de jeunes qui participent à cette capsule. Et est-ce qu'ils abordent facilement ces genres de thématiques? Ou est-ce qu'ils sont un peu gênés? Parce qu'on parle de tabou, on disait tout à l'heure, le titre du livre de Julie Henriet, c'est « Oser en parler », parce qu'on sait que ça reste tabou. Mais est-ce que ces jeunes, finalement, ils ont réussi à en parler sans complexe, sans tabou? En fait, je dirais que les premières minutes, la première approche, c'est j'ai rien à dire, je sais pas ce que je peux dire, puis c'est un peu gênant. Et en fait, quand on en discute, et je pense d'avoir en face d'eux et d'elles aussi des personnes qui sont à l'aise d'en parler, qui n'ont aucun problème avec ça, en fait, après, ça vient très, très vite. C'est très facile pour eux, pour elles, de directement dire oui, en fait, c'est ça qui me dérange, c'est ça qui me perturbe, c'est ça qui m'intéresse, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Et en fait, ça coule de source et ça va très vite quand il y a l'espace pour, et les personnes aussi pour permettre d'accoucher de ses idées, d'accoucher des propos, quoi. Alors, il y a d'autres, donc on a dit la open mic, que j'avais mal prononcé donc, mais il y a d'autres formats. On a par exemple Sexpertise. Là, du coup, il y a le côté, on va aller voir un expert sur une thématique, parce qu'on l'a dit, c'est important aussi d'avoir ce retour et cette information correcte et juste aussi par moment. Il y a aussi les premières fois. Donc là, c'est des jeunes qui racontent leur première fois. Donc vous avez voulu vraiment faire différents types de formats. Voilà, c'est ça, différents types de formats pour pouvoir aborder toutes ces thématiques, mais de manière différente, avec des angles différents. Parfois où on parle de soi-même, ou parfois où on va à la rencontre des autres aussi. Et par exemple, pour Sexpertise, c'était important de pouvoir donner la parole aux experts et aux expertes. Mais ce sont les jeunes qui créent les questions, ce sont les jeunes qui vont à leur rencontre et qui jouent le rôle de journalistes. Et nous, on encadre tout ça, mais c'est vraiment la demande par d'eux et d'elles, et avec leurs questions, quoi. Alors, des chaînes vraiment centrées sur la santé sexuelle, en Belgique, il n'y en existait pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même des capsules, des choses qui circulent. Il y a d'autres choses qui existent, on va dire, de par le monde. Qu'est-ce qui fait la spécificité vraiment de ce moule frites? Est-ce que c'est vraiment le côté belge? Et du coup, est-ce qu'il y aura des informations typiquement belges dans le programme? Oui, tout à fait. Donc, il y a des démarches, il y a des chaînes plus ou moins similaires qui existent dans d'autres pays. En Belgique, il y a aussi de très chouettes démarches. Mais on voulait avec cette chaîne être un lieu ressource où il y a toutes les informations, enfin beaucoup d'informations sur plein de thématiques différentes, et la spécificité, c'est donc que c'est pareil pour les jeunes. Ce sont vraiment eux qui créent le contenu et qui vont communiquer à leurs pairs. Et puis aussi, c'était belge parce que il y a plein de thématiques qui sont évidemment similaires, qu'on parle de ça en France, en Suisse ou en Belgique, mais pour par exemple des démarches administratives, des structures ressources si on se pose des questions, les remboursements ou autres, on n'avait pas les informations au niveau belge, et donc c'est important de pouvoir donner ces informations-là. Et puis aussi, du coup, les Belges peuvent eux-mêmes prendre la parole, les jeunes Belges venir prendre la parole et s'exprimer sur les sujets qui leur parlent. Oui, avec une touche d'humour aussi, on l'a compris aussi dans les extraits déjà qu'on a entendus. Sophie Pelou, est-ce que ça permet aussi de toucher des jeunes qui n'ont pas été, qui n'ont pas reçu par exemple de l'EVRAS dans leur parcours scolaire, des jeunes qui travaillent aussi, des jeunes qui n'ont pas été touchés pendant qu'ils étaient à l'école? Est-ce que du coup c'est un moyen d'atteindre ces jeunes-là? Oui, exactement. L'intérêt, dans les réflexions qu'on a pu avoir avec les jeunes, c'était comment on peut
donner accès à des réflexions ou des échanges ou des informations sur ces thématiques-là, de la vie relationnelle, affective et sexuelle, à un maximum de jeunes. Il se trouve que nous, on intervient généralement pas mal dans le milieu scolaire et en haute école et université. Sauf que on a plein de jeunes qui sont hors l'école, qui vont travailler directement, etc. Et donc, il y a un endroit où il se passe aussi beaucoup de choses, c'est sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et là, on sait aussi qu'il y a tout et n'importe quoi. Donc faire le tri, c'est pas toujours facile. Et avec le confinement qui est arrivé, où chacun et chacune s'est retrouvé chez soi, derrière son écran, là, on avait quand même une grosse vitrine et un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui interagissent. Explosion d'interactions, on va dire, sur les réseaux. Et donc, c'était tout à fait naturel et opportun d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer d'envahir un peu la toile avec des contenus intéressants choisis par les jeunes. C'est ce que Lola disait, c'est les jeunes choisissent leur thématique. Moi, je trouve ça super de voir ça. On a des podcasts qui ont été créés là sur les premières fois. C'est génial. C'est quelque chose qui vient interpeller et interroger sur des témoignages de jeunes où on voit la diversité des choses et on comprend que on est tous et toutes traversés par les mêmes questions et on a tous et toutes des expériences qui sont plurielles, variées, mais qui finalement se rejoignent pas mal. Donc c'est assez génial de sortir des stéréotypes qui peuvent être véhiculés par les médias à côté ou par nous-mêmes parfois, où on va pouvoir dire oui, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et en fait, de se rendre compte que voilà, on a tous plein d'émotions qui nous traversent. Ça, c'est super ce que je dis sur tous ces temps où on doit s'approprier nos ressentis et pouvoir ouvrir la parole et les débats autour de ça. Donc ça, c'est un gros travail qu'on va faire. On réfléchit à la manière de modérer tous les échanges qui peuvent faire suite à la diffusion donc, des vidéos et des podcasts, puisque évidemment, les jeunes vont échanger. Et c'est l'objectif d'ailleurs. C'est ça. Et ça, c'est intéressant de laisser cet espace encore de parole par la suite. Et donc voilà, donc on a aussi une équipe de modération qui s'est mise en place. Donc on va voir. On a hâte d'être au 14 février et que tout se lance. Et alors, on l'a dit, hein, Julie Henriet, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de jeunes qui ne sont pas touchés par les animations Evras. Dans votre livre, vous citez un cadastre des animations mené en 2017-2018 sur le territoire bruxellois et vous dites que seuls 40% des établissements scolaires ont bénéficié d'animations Evras et seuls 14% des élèves. Ça paraît vraiment presque ridicule quand on sait que l'objectif, c'est la généralisation. Tout à fait. Alors, il y a peut-être dans ces chiffres des initiatives qui ne sont pas reprises. Il n'en demeure pas moins que la généralisation n'est pas du tout atteinte et qu'on n'en a pas les moyens à l'heure actuelle. Au niveau des ressources humaines, on part ici du principe que l'Evras doit être mené par des intervenants extérieurs à l'école. Ça peut aussi être repensé, pourquoi pas, se baser davantage sur les personnels déjà en place dans les écoles. Mais effectivement, l'Evras reste obligatoire pour les écoles, mais le flou demeure autour de cette question et les initiatives restent quand même à la libre appréciation de chaque école, avec des écoles mobilisées et d'autres pas du tout, voire réfractaires. Il est aussi possible pour certaines écoles de faire venir des intervenants particuliers, non labellisés, il n'y a pas vraiment de label, mais non reconnus en tant qu'animateur ou animatrice ad hoc et qui ont des discours justement complètement rétrogrades. Donc tout ça pose question et effectivement, il y a à penser cette généralisation. Mais dans sa modalité, ça peut être variable, j'insiste aussi. Sur cet aspect des intervenants extérieurs, ça peut aussi être pensé. Et c'est vrai que vous disiez, il faut que les écoles, ça peut se faire aussi par des intervenants à l'intérieur même des écoles. Et ça, c'est une chose importante, c'est que finalement, pour que ça fonctionne, pour que ces animations fonctionnent, il faut que tous les acteurs soient finalement OK et soient préparés aussi à ces animations, que ce soit les enseignants, les parents, qu'ils soient aussi impliqués, informés, les élèves. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde soit partant et qu'on n'ait pas, par exemple, en enseignants qui sont un peu réticents et qui sont un peu gênés de parler de ces thématiques-là. Il faut vraiment que tout le monde soit partant. C'est essentiel. L'Evras doit être un projet d'école, sinon elle n'a pas de sens. Et je pense qu'effectivement, si le jeune sent que les adultes autour de lui ont un discours cohérent et peuvent s'entendre sur ce qui se passe pour lui en classe, ce sera déjà plus simple aussi. Pour moi, il faut vraiment se dire, comme dit Sophie, que l'Evras, on le fait tous ensemble. On est tous adultes autour du jeune, des acteurs Evras. Et la société est également un acteur Evras. La publicité est un acteur Evras. Donc il y a aussi une question sociétale autour de ça. Parce que parfois,
on peut mettre beaucoup d'énergie dans des animations et se rendre compte, passer la porte de l'école, qu'on a une publicité complètement sexiste. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à penser pour que le discours autour des valeurs qu'on soutient puisse être généralisé également. Oui. Sophie Peloux, vous travaillez, vous d'ailleurs, sur cette généralisation et pour que cette généralisation soit vraiment effective, parce qu'elle était votée en 2012 et on voit que voilà, aujourd'hui en 2021, on est loin du compte. Oui, on n'y est pas encore. Donc les chiffres que Julie a cités aujourd'hui, on peut considérer que c'est un peu les mêmes. Donc on n'a pas du tout la même chance pour tous les jeunes en termes d'accessibilité à l'EVRAS. Et ça, c'est très dommage. On a des professionnels et des structures qui ne se connaissent pas toujours et ne communiquent pas forcément entre elles. On a des zones de vide, de no man's land où il n'y a pas d'animation EVRAS. Et donc en fait, ça dépend encore aujourd'hui beaucoup trop des initiatives et des volontés individuelles. Donc on a des endroits où il y a des choses vraiment super qui se passent, mais à côté de ça, des jeunes qui ne bénéficient de rien. Et donc, l'idée, là, c'est de rassembler des structures coupoles de l'EVRAS, donc pas que à l'école aussi, externe à l'école, d'entendre la voix des profs, d'entendre la voix des parents, d'entendre la voix des professionnels externes en centre de planning, PSE, PMS, d'entendre la voix des professionnels qui travaillent en AMO, voilà, de rassembler tous les professionnels et adultes qui réfléchissent à l'EVRAS, d'entendre aussi les besoins des jeunes, ce que les jeunes racontent, de mettre tout ça ensemble avec la voix des politiques, évidemment, pour voir ce qu'il est possible de faire, parce que parfois on a des principes. Enfin voilà, on est confronté à la réalité et entre ce qu'on aimerait, ce qu'on adorerait faire, le truc utopique qui serait génial, donc c'est de l'EVRAS tout au long du parcours des jeunes. Oui, c'est l'idée, c'est ce que tout le monde dit. Voilà, mais quand on met en face le nombre de professionnels, par exemple, et les formations, et est-ce qu'on doit mettre un agrément, labelliser, est-ce que... Bon, bah, là, financièrement, il va falloir faire quelques efforts supplémentaires, je dirais. Mais donc là, on a quand même un gouvernement aujourd'hui qui a une volonté assez chouette et affirmée de faire avancer les choses. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête. On est en train d'arriver dans quelque chose d'intéressant et donc d'ici à 1 an, là, on espère que les choses vont bouger. On a un organe, la plateforme EVRAS aussi, qui s'adresse pas mal aux politiques pour faire remonter ça et il est clair que la question de la formation des professionnels, d'un agrément, de choses comme ça est vraiment discutée puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut concrètement, plus ou moins, aller dans une école et faire de l'EVRAS en disant des choses qui ne sont pas toujours dans la tolérance, l'ouverture et en tout cas ce qu'on aimerait avoir comme principe, sachant que ce n'est pas juste une question belge. L'éducation à la sexualité, à la vie relationnelle et affective, elle est vraiment pensée au niveau mondial, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'UNESCO. Il y a des principes directeurs qui existent et donc ce n'est pas quelque chose qui sort de notre chapeau, quoi. Et il est prouvé que plus on a d'éducation à la sexualité, plus on peut parler de ça quand on est enfant, quand on est jeune avec des adultes et entre jeunes et entre enfants, et plus on arrive à avoir une vie qui est avec un bien-être dans justement sa santé, c'est sa vie sexuelle, sa vie relationnelle et affective. Donc c'est vraiment quelque chose qui est prouvé, donc c'est hyper intéressant. Moins on a tabou, mieux ça se passe et moins on fait des VRAS et moins ça se passera correctement pour les jeunes. Donc il faut pouvoir donner cette opportunité à tout le monde et donc c'est intéressant aussi que Moulfried donne la parole aux jeunes pour ça puisque ça continue. Alors on suivra tout ce qui va se faire et toutes les discussions politiques autour de la généralisation de l'EVRAS. Peut-être avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un dernier extrait de Moulfried et puis vous nous donnerez, Lola Dubrinfo, toutes les infos pratiques pour savoir où on peut vous retrouver. Par contre, je te préviens juste, mon kiki, il n'est pas comme les autres. Grâce à une formation en esthétique, j'épile mes copines. Et presque systématiquement, elles vont me prévenir, un peu honteuse, que leur kiki est pas normal, que leur nounou est trop poilue, ou qu'elles ont des trop grandes lèvres, ou qu'elle est trop ouverte, ou pas comme il faut, enfin bref, qu'elle est pas normale. Normale ? Votre vulve, elle est parfaite en fait. Il n'y a pas de règle, si ? En fait, ça me rend dingue qu'on nous mette des doutes comme ça, au point parfois d'être bloqué pendant les moments intimes. Comment on prend son pied au lit quand tout ce qui nous préoccupe, c'est que l'autre puisse pas penser « purée, elle est mal foutue, elle est pas comme les autres ». Et quand j'entends que la plupart ne sont jamais regardés dans un miroir parce que c'est dégueulasse, c'est le pompon. Il n'y a rien de dégueulasse dans nos corps. Venez, on fait une grande soirée, tout à poil, au-dessus du miroir, on compare, on se rend compte qu'en fait, on est toutes différentes, que c'est OK, qu'on est uniques.
Alors, du coup, si on a envie d'écouter la suite, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Lola ? Alors, on est sur toutes les plateformes, donc c'est-à-dire qu'on sera sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi sur les plateformes d'écoute pour les podcasts comme Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je pense aussi. Et donc voilà, moi je peux juste vous conseiller d'aller voir, d'aller vous abonner. Il y a une grande diversité de thématiques traitées et aussi une grande diversité de personnes qui prennent la parole. Donc il y a plein de choses à découvrir. Merci en tout cas à toutes les trois et on va aller découvrir ça dès demain donc sur toutes les plateformes citées. Merci donc à toutes les trois et je rappelle le titre du livre de Julie Henriet, Sexualité, sentiments et stéréotypes, oser en parler, publié aux éditions Espace de Liberté. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir.